十尾の重りも退屈だな。今頃事件はカワキを捕まえたかな。何度も何度も何度も何度も何度も。 Si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo sur l'avenir de la fratrie Uzumaki, on avait traité d'un sujet en particulier, la famille. On avait ensemble essayé de déterminer ce qu'est une famille et à quelles conditions on pouvait se considérer comme membre de la même famille. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est un peu différent car on ne va pas parler de la famille, mais plutôt de ce qu'on désire protéger. Ce pourquoi nous sommes prêts à nous battre et à nous sacrifier. Mais ce n'est pas tout. On parlera surtout de ce que l'on veut accomplir, notre objectif, un but ou même une simple personne. En effet, les personnages dont on va parler aujourd'hui ont chacun un objectif ou quelque chose à protéger. Que ce soit Code qui veut protéger l'héritage des Otsutsuki auquel il est attaché, et Eida qui veut à tout prix être avec Kawaki car c'est l'une des seules personnes à pouvoir être sincère avec elle, traduit aussi selon moi le désir d'être aimé et reconnu pour ce qu'on est au fond et non pas pour une capacité. Et enfin, il reste Uchiha Sasuke. Lui aussi veut protéger son village et sa famille, mais à la différence de son frère de cœur, il doit aussi se racheter auprès des siens. Comme je l'ai dit, tous ces personnages ont quelque chose à protéger ou quelque chose à atteindre. Et c'est ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, on va parler de Code, Eida, Daemon aussi et Sasuke. Et en ce qui concerne Code, Eida et Daemon, on va aussi parler de puissance, de leur pouvoir, de leurs futures capacités et de ce que je pense réellement qui se cache derrière tous ces personnages-là. Et je le précise quand même, au cas où les gens n'auraient pas compris, il faut être à jour sur Boruto. En tout cas, il faut avoir regardé du chapitre 1, ou lu plutôt du chapitre 1 jusqu'au chapitre 69 de l'œuvre. Donc si jamais vous n'avez pas encore lu au moins jusqu'au chapitre 69, vous pouvez partir de cette vidéo. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord pour pouvoir discuter de Boruto / Naruto / ce que tu veux. Voilà, on s'amuse bien, donc je vous invite à venir sur le Discord. Le lien est dans ma description. Et aussi venir suivre mes lives sur Twitch. On live dans la semaine, mardi, vendredi, samedi et dimanche à 21h heure française. On s'amuse bien, donc vous pouvez toujours venir sur Twitch. Le lien est aussi en description. Sur ce, Ohayomina Seihiro. Et aujourd'hui, on parle de Code, Eida et Sasuke. Kawaki no yatsu. この僕を差し置いてせっかく器に選ばれたのに何が不満なんだ。僕にもこんな出来損ないじゃなく本物のカワがあれば。Code, un des nombreux enfants que Jigen a enlevé et ou acheté. Un de ces nombreux gosses qui aurait dû servir de sacrifice afin de devenir lui aussi un réceptacle. On en apprendra sûrement plus dans l'anime, enfin je l'espère, et j'ai vraiment hâte que ça arrive si c'est le cas. Mais je suis sûr et certain que tout comme Kawaki, Code doit avoir une histoire spéciale et propre à lui qui explique le comportement qu'il a aujourd'hui. On a tendance à opposer Boruto et Kawaki, notamment au vu de leur façon de voir le monde et de leurs maîtres respectifs, etc. Et d'ailleurs, c'est selon moi une excellente analyse de faire ça. Mais si on peut opposer ces deux frères, on pourrait selon moi opposer Code et Kawaki. Les deux sont des survivants du baptême de Jigen. Ce baptême mortuaire qui a coûté la vie à bon nombre d'enfants. Alors je n'ai pas vérifié dans la version originale, mais pour moi le terme de baptême est assez ironique ici. Pour un chrétien, le baptême est un peu comme une nouvelle naissance. Une façon de se voir purifié de ses fautes, de ses péchés et surtout de son ancienne vie. C'est pour ça que certains chrétiens vous parleront parfois carrément de naître de nouveau. Et en effet, ce que Jigen a fait subir à ses enfants, ça s'en rapproche, sans l'aspect divin bien sûr. En les enlevant à leur famille et en leur faisant subir ce qu'il leur a fait subir, il a voulu les faire naître de nouveau. Le Kama est comme une grosse puce contenant des informations génétiques de l'Otsutsuki en question. Et ces informations-là vont au fur et à mesure du temps dégeler afin de réécrire le code génétique du réceptacle. Comme Amado et Kawaki le disent, petit à petit, la personnalité originelle de la personne possédant le Kama disparaît pour laisser place à la personnalité de l'Otsutsuki. Donc oui, littéralement, le réceptacle naît de nouveau et le terme de baptême, s'il garde la même signification en VO, est parfaitement choisi. De plus, l'éducation même de Jigen va dans ce sens. Si on se fie à comment il traitait Kawaki, on le décèle parfaitement.
il martelait à ce dernier qu'il n'était rien et que tout ce qu'il a été jusque-là était vain. Sans le Kama, sa vie n'a plus de sens et il lui faisait donc croire que son existence même dépendait de ce Kama. Ça peut paraître anodin, mais c'est très loin de l'être. C'est un vrai harcèlement, un vrai endoctrinement et un vrai lavage de cerveau que Jigen opérait sur Kawaki. Mais grâce à sa force mentale, il put résister et garder sa personnalité, ou du moins s'en forger une assez forte pour résister au lavage de cerveau de Jigen. Bien que quoi qu'on en dise, il en ait gardé des traumatismes. Cependant, cela semble avoir été le contraire pour Code, car malgré ce qu'a vécu Code à travers la gravure du Kama, il restera fidèle à Jigen. Pire, il lui vouera même un culte extrême. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas le passé de Code avant d'être recueilli par Jigen. Cependant, je me fais une petite idée sur celui-ci. Je pense que dans son enfance, Code n'a jamais eu de modèle à qui s'attacher, de gens sur qui prendre exemple. Contrairement à Kawaki, je pense que Code était orphelin de base, ou en tout cas, s'il avait des parents, ceux-ci devaient être très absents. Et contrairement encore à Kawaki, je pense que Code a décidé de suivre Jigen de son propre chef, sûrement en quête d'un modèle ou d'un objectif de vie. Et ayant compris la vraie nature de Jigen et la vraie nature des Otsutsuki, il a finalement réussi à trouver un modèle. Ce modèle, ou plutôt ce repère qui lui a manqué pendant toute son enfance. C'est pour ça que les atrocités que lui a fait subir Jigen, dont la gravure du Kama, n'ont pas l'air de le déranger. Je dirais même que c'est cette gravure qui lui a donné une raison de vivre dans ce monde. Alors, il n'a sûrement pas eu à subir tout ce qu'a subi Kawaki avec des entraînements inhumains pour un enfant, etc. Mais même s'il avait été à la place de celui-ci, Jigen n'aurait sûrement pas eu à user de tels stratagèmes pour le pousser à le servir. C'est aussi pour cette raison qu'il déteste tant Kawaki. Le nouvel Uzumaki est exactement tout ce que lui, il a rêvé d'avoir. Autrement dit, un véritable but. Lui qui déifie les Otsutsuki ne voit pas de meilleur privilège que d'en devenir un. Et il ne comprend pas pourquoi Kawaki, qui a eu cette chance, lui, ne l'accepte pas. Mais ce qu'il ne comprend réellement pas, c'est que contrairement à lui, Kawaki avait déjà ses repères. Même si Kokatsu, son père biologique, était un bon à rien, il avait une certaine reconnaissance de ce dernier. Même s'il n'était pas heureux dans sa maison, c'est indéniable, il n'avait pas besoin de quelqu'un qui lui donne un sens à sa vie, et c'est ce qui a continué pour Kawaki. Si ma théorie est un tant soit peu juste, alors Code, lui, n'avait vraiment personne à qui se rattacher. Contrairement à Kawaki qui voulait continuer de croire en son père. Et c'est en ça que je dis que Kawaki et Code sont de vrais opposés. L'un cherchait un sens à sa vie, tandis que l'autre voulait améliorer le sens qu'elle avait déjà. L'un a trouvé un vrai bonheur dans sa rencontre avec Jigen, et l'autre a trouvé un grand malheur dans celle-ci. Et on pourrait continuer dans ces comparaisons très longtemps. Encore, d'après ma théorie, Code a su trouver dans les Otsutsuki un moyen d'échapper à la solitude, ou plutôt un moyen d'échapper au vide et au néant. Et justement, je trouve ça très humain, car dans le fond, tout homme avec un grand H se rattache à quelque chose dans ce monde. Pour certains, c'est la religion, avec la croyance en un ou plusieurs dieux qui nous sommes supérieurs, et pour d'autres, ça peut être un objet de superstition et même un parent, un modèle que l'on veut suivre, ou tout simplement un but que l'on veut atteindre. On revient donc à la notion de but que j'ai théorisée en introduction. Dans ces conditions, peut-on réellement en vouloir à Code? Lui qui, d'après tout ce que j'ai dit, aurait trouvé en Ishiki et les autres Otsutsuki un but. Et son but à lui est de devenir l'une des personnes qu'il déifie. Et il n'y a rien de plus humain. Voilà en ce qui concerne la façon dont je vois le personnage de Code. Maintenant, on va parler de son avenir et faire un petit récapitulatif de sa puissance. Alors, Code est ce qu'on appelle un cyborg. Pour être plus précis, c'est un humain qui, comme Kawaki, a été modifié par Amado. Sauf que contrairement à tous les cyborgs créés par Amado, Code n'a pas été modifié pour devenir plus puissant, mais pour être limité dans sa puissance. En fait, il était compatible avec le Kama, mais il était incapable d'être le réceptacle de Ishiki. Le Kama se changea donc en arme pure pour lui, et c'est cette arme pure qui faisait de lui une personne plus puissante que Jigen. Il fut donc bridé pour ne pas perturber le leadership de Kama. Mais ici, je pense qu'il est nécessaire de faire la distinction. Code, sans limitateur, est plus fort que Jigen, pas Ishiki. En tout cas, c'est ce qui est dit. Dans le manga, il y a une différence qui est faite entre Ishiki, qui est dans le corps de Jigen, et Ishiki lui-même. Amado précise d'ailleurs que Ishiki est bien plus puissant que Jigen. En plus de Amado qui différencie déjà clairement Jigen et Ishiki, Code le fait aussi.
D'après le scientifique de génie, Code a une admiration pour Jigen qui est devenu Otsutsuki a posteriori, mais il voue un culte à Ishiki. On voit bien que c'est différent, mais n'empêche que Jigen était déjà plus fort que Sasuke et Naruto réunis, donc même si Code n'a pas le niveau de Ishiki, ce qu'on ne sait pas, hein, rien qu'avoir un niveau supérieur à Jigen est effrayant. Effrayant. Amado dira aussi qu'il a créé des cyborgs plus puissants que Jigen. Et pour moi, cette info aussi est super effrayante. Ça veut dire que dans Konoha, un mec peut créer des monstres de la puissance de Jigen sans pression, c'est invraisemblable. Pour en revenir à cette histoire de Code qui n'a pas réussi à devenir un réceptacle, j'ai aussi ma petite théorie. Amado dit qu'il ne sait pas pourquoi ce phénomène est arrivé, mais on peut aussi mettre en doute sa parole. Ma première théorie, c'est qu'il y a une limite de personnes sur qui un Otsutsuki peut graver un Kama, et cela varie en fonction de la puissance de l'Otsutsuki. Ishiki, ayant pris le contrôle de Jigen en étant très affaibli à cause de Kaguya, il n'a pu graver son Kama que sur Jigen et sur Kawaki. Mais quand il a voulu le graver sur Code, il avait déjà épuisé sa ressource, ce qui fit du Kama blanc de Code une arme pure et dure. Ou alors sur le corps de Code qui a une structure particulière. Lorsqu'il eut l'attaque que ceux qui rejettent le Kama ont eu, sa volonté de devenir un Otsutsuki l'a peut-être permis de survivre. Le Kama ne possédant donc aucune personnalité, la puissance qu'il lui octroie est de ce fait plus grande, voilà tout. Alors si on fait un résumé de ses capacités actuelles, on sait qu'avec l'imitateur, il est déjà plus fort que Bodo, mais aussi plus fort que Delta. Alors Naruto se retenait contre elle, mais n'oublions pas que Delta reste très puissant, ce qui fait de Code limité, quelqu'un de déjà très fort également. Sa principale capacité reste sa téléportation à travers ses griffes. En mélangeant le fer de son sang à son chakra, il crée des espèces de balises spatio-temporelles qui lui permettent de se déplacer partout où il a posé ses marques, sans compter son corps de cyborg modifié. Au vu de ce qui se passe au chapitre 69, il est difficile de dire si oui ou non la limitation de Code va être levée. Tout dépendra de la décision de Eda que l'on traitera tout à l'heure. Mais je pense que oui, celle-ci sautera et que ce sera Kawaki et Boruto qui vaincront Code full power. J'en suis même certain. Après, je peux me tromper. Mais c'est suite à ce combat que les choses se gâteront complètement entre eux. Mais ça, on le garde pour une autre fois. Pour finir, Code est un enfant qui a trouvé un but dans les Otsutsuki. Il y a trouvé son idéal et veut devenir comme eux. Mais dans l'œuvre, je pense que son rôle final sera de servir de tremplin à Kawaki et Boruto. Eida, la belle femme à la chevelure bleue, celle qui connaît tout de ce monde, celle qui ne laisse aucune personne indifférente, femme comme homme. Tous, à l'exception des Otsutsuki, sont sous l'emprise de son charme, et ce, malgré la concernée elle-même. Pour le coup, on sait très peu de choses sur Eida. De ce fait, il est très compliqué de théoriser sur ce personnage, particulièrement sur sa façon de penser et sur sa façon de voir les choses. Mais j'ai quand même quelques théories et suggestions à propos de ça, et on va donc en discuter ensemble. On ne sait pas quel âge a Eida, mais au vu de ce qu'elle dit à Code, elle est vraisemblablement beaucoup plus âgée que ce que son apparence juvénile laisse paraître. D'ailleurs, si c'est le cas, sa possible relation avec Kawaki est un peu chelou, mais bon, on va pas trop parler de ça. Quand on avance dans la discussion avec Code, on remarque qu'elle dit détester Amado parce que à cause de lui, toutes les personnes qu'elle rencontre tombent directement sous son charme. D'ailleurs, elle utilisera le terme de vol de cœur. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne est intéressée par elle, ce n'est non pas pour ce qu'elle est dans le fond, mais juste à cause de son pouvoir. Pour faire plus simple, Amado lui a volé la capacité d'être sincèrement aimé. À première vue, ça peut paraître comme rien, voire comme une chance même. Mais en vrai, je trouve personnellement que c'est une fatalité horrible. Quoi qu'il arrive, tu sais qu'en amour, personne ne sera sincère avec toi. Un je t'aime ne vaut en réalité plus rien pour cette femme. Même en étant un cyborg, elle n'en reste pas moins une humaine à la base. Les sentiments tels que l'amour ou l'affection sont des sentiments que tout être humain prend du plaisir à ressentir. Mais pour elle, c'est impossible. Amado a volé à cette fille la possibilité d'un amour normal. En plus, au vu des paroles de Daemon, il semblerait que Eda ait eu un ou des amants avant Kawaki. Et comme personne n'est capable de l'aimer sincèrement, elle s'est mise en quête de ce véritable amour impossible. Comme avec Code, on se rend compte que c'est très humain. Oui, c'est très humain de rechercher ce qui nous manque, et ce, même si cette chose est impossible à avoir. Voilà pourquoi elle vit en Kawaki une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir pour se sortir de cette situation. Kawaki étant à 80% un Otsutsuki, il n'est pas sous l'emprise de son charme naturel. Et ce qui l'a séduit chez Kawaki, c'est le fait qu'il soit parmi les rares personnes à pouvoir être sincère avec elle. À ça, tu ajoutes le fait que ce soit lui qui ait berné Ishiki, et cela, c'est le coup de foudre.
Car en effet, n'oublions pas que tout comme Code et Kawaki, Eida et Daemon ont été enlevés et utilisés pour servir d'armes à Jigen et Akara. Ils avaient sûrement une vie avant ça et Jigen le leur a enlevé. Et c'est sûrement pour ça qu'elle se moque de la façon dont est mort Ishiki et qu'elle semble en être très heureuse aussi. Peut-être aussi qu'au fond, elle comprend Kawaki et comment ils se sont par rapport à tout ça. Je ne peux dire si Eida acceptera la proposition de Shikamaru de les rejoindre pour être auprès de Kawaki. Mais ce qui est sûr, c'est que elle et Daemon seront au service de ce dernier un jour ou l'autre. D'ailleurs, pourquoi pas former une team comme Taka avec ces trois-là? Hein, on ne sait pas. Mais si je peux quand même m'exprimer, je ne pense pas que Eida va trahir Code maintenant. En tout cas, pas tout de suite. Elle semble être une femme de principe et loyale. Donc, tant que ça ne menace pas directement Kawaki, je pense que ça ira et qu'elle restera avec Code. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de sa vision, on va parler de ses capacités. La principale capacité de Eida est sans nul doute son Senringan, bien qu'il est possible que ce ne soit pas sa seule capacité importante et on verra ça tout à l'heure. Mais pour revenir au Senringan, on n'a pas énormément d'infos, mais il s'agit d'un dojutsu. Et là, il y a déjà une question qui se pose. On sait que Eida, comme Code et Kawaki, est une humaine modifiée par Amado. Sauf que si la capacité de voler les cœurs des gens qu'elle rencontre est bel et bien un fait de sa modification, d'ailleurs je suis sûr que Amado n'a même pas fait exprès de rendre ce pouvoir aussi cheat, je pense que c'est une erreur. Pour le Senringan, je pense que ce n'est pas le cas. En effet, je pense qu'elle possède ce dojutsu de par son patrimoine génétique et non de par Amado. On sait que la capacité du Senringan, l'œil des milieux, est de pouvoir observer tout ce qui se passe dans ce monde, que ce soit en temps réel ou dans le passé, bien qu'elle reste incapable de voir le futur. Ça, c'est le pouvoir de Momoshiki et peut-être le futur pouvoir de Boruto. En plus, ce n'est pas comme par exemple le Hatsu de Pahamu de Hunter x Hunter où elle est limitée par 3 personnes spécifiques. Non, non, non. Eida, elle semble pouvoir regarder n'importe qui, qu'il s'agisse d'Otsutsuki ou non. Mais il faut noter que contrairement au Rinnegan à Sitomo et de Sasuke, elle ne semble pas pouvoir regarder à travers certains espaces-temps comme celui où Momoshiki ou Boruto communiquent, sauf si elle a menti à Code. Du coup, pourquoi est-ce que je ne pense pas que la capacité du Senringan soit un ajout de Amado? Bah déjà c'est la capacité en elle-même. Oui, Amado a créé des cyborgs plus puissants que Jigen, mais là le pouvoir du Senringan, c'est pas juste de la puissance, il rend son utilisateur presque omniscient. Amado est un génie, mais à ce point, je pense que ce serait quand même un peu abusé. Bien que ce soit possible de créer artificiellement des dojutsu, et ça a d'ailleurs été fait à 2 reprises dans Naruto. Et cela, c'était l'œuvre d'un seul et même scientifique fou, Orochimaru. Dans Gaara Hiden Sajid Genso, dont j'ai sorti un résumé sur ma chaîne YouTube, que vous pourrez aller voir juste après cette vidéo, on apprend que Orochimaru a implanté un espèce de dojutsu ressemblant au Sharingan dans le dos d'une fille appelée Shijima. C'est vrai, ce n'étaient pas les capacités du Sharingan, mais c'est sur cette base-là que ce dojutsu-là a été fait. Et dans Naruto Retsuden Uzumaki Naruto Torazen no Tenmei, ce même Orochimaru demandera de l'aide à son ami Hinata afin de construire une machine qui donne des capacités similaires au Byakugan. Si vous voulez comprendre pourquoi Hinata et Orochimaru sont amis, je vous invite à aller voir ma vidéo diffée sur Naruto et Hinata que j'ai sorti. Voilà, après ces vidéos aussi également. Mais dans les 2 cas, on voit bien qu'il s'agit de reproduction et en plus de reproduction incomplète. De plus, Eida reproche à Amado la capacité de vol de cœur, mais pas celle du Senringan. Pourtant, elle dira à Code quelques temps plus tôt que cet œil lui permettant par moments d'observer des choses intéressantes l'ennuie aussi beaucoup. Et puis bon, j'avoue ça trop gros que Amado puisse créer des capacités aussi cheat. Franchement, pour la logique et la cohérence de l'univers, ça me gênera un petit peu. Encore une fois, je lui dis, on parle pas de puissance, mais bien d'un truc quasi divin. C'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop gros. Et pour moi, ça rendrait même Eida un peu moins importante, parce que c'est dire que quoi, c'est Amado qui lui a passé ça. Je suis pas trop fan de l'idée. Pour moi, l'origine du Senringan est la même que celle de la plupart des dojutsu de l'univers de Naruto. Et j'avais théorisé cette origine dans ma vidéo sur les Otsutsuki. Pour aller, j'avais théorisé que hormis le Byakugan, qui est le dojutsu originel des Otsutsuki, tous les autres dojutsu ne sont que des dérivés du Rinne Sharingan que Kaguya a obtenu suite à l'ingurgitation du fruit de l'arbre Shinjo. Il est possible pour un possesseur du Rinne Sharingan de projeter son œil sur la lune et donc de surplomber toute la Terre. Et cela me rappelle la capacité du Senringan. Mais bon, j'ai beaucoup détaillé ma théorie dans la vidéo que je vous ai indiquée plus tôt, donc je vous invite à aller la voir, encore une fois, si ça vous intéresse. Pour celles et ceux qui me demanderaient du coup, mais pourquoi Daemon n'en a pas hérité? La réponse est simple. Haku, dans les tout débuts de l'œuvre, le dit lui-même. Il arrive souvent que les Kekkei Genkai sautent une génération, et c'est peut-être pour ça que Himawari semble avoir hérité du Byakugan, et Boruto non, puisque je vous rappelle que le Byakugan utilisé par Boruto en mode Borushiki est celui de Momoshiki. D'ailleurs, Hiashi ne s'en inquiète pas, puisqu'il dit qu'il n'est pas impossible qu'un membre du clan Hyuga n'en hérite pas.
Mais vous vous en souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que pour moi, le Senringan était loin d'être la seule arme fatale de Eida. Amado dit qu'il a créé de nombreux cyborgs plus forts que Jigen, mais qu'ils ont tous été détruits sauf Code. Et avant chapitre 69, il savait pas que Eida était encore vivante. De plus, Jigen avait ordonné à Bolo de la détruire, elle et son petit frère Daemon. On peut donc en déduire que le frère, comme la sœur, faisait partie de la clique de cyborgs plus forts que Jigen. Et on parle bien de force, donc Eida doit sûrement cacher quelque chose d'autre que son dojutsu. Surtout que si ma théorie est juste, le Senringan vient d'elle à la base et la capacité de voler les cœurs ne s'applique pas à Jigen. Et vu que c'est Amado qui a rendu les cyborgs plus forts que Jigen, ça veut dire qu'elle nous cache un truc, c'est sûr et certain. Certes, elle dira à Code qu'elle est nulle en combat et qu'elle connaît que des mouvements de base en taijutsu, mais on sait que Eida est de nature cachotière puisqu'elle a même demandé à son frère de ne pas révéler à Code la vérité sur son pouvoir. En parlant de Daemon, parlons vite fait aussi de ce gamin. Si Eida fait plus vieille qu'elle ne l'est, il n'est pas possible que ce soit aussi le cas pour Daemon. Ce qu'on a vu, c'est que c'est un gamin très agité, mais surtout qu'il obéit au doigt et à l'œil à sa sœurette. Voilà pourquoi je dis que ce dernier la suivra quand il voudra se rallier à Kawaki. Moi, j'en suis certain. La capacité principale de Daemon, c'est la réjection. Il rejette toute attaque qui lui est destinée, et d'après sa sœur, le simple fait de penser à une scène de meurtre suffirait à provoquer la réflexion. Cependant, elle précise aussi que la force de réflexion dépendra de l'aura meurtrière de l'adversaire. C'est même quelque chose qui semble être indépendant de la volonté de Daemon, et à ça il faut aussi lui ajouter un taijutsu pas dégueu de ce qu'on a vu. Après on n'a pas encore les détails, mais j'imagine qu'il y a un point faible avec Daemon, sinon ça veut tout simplement dire qu'il est increvable, et on sait que c'est impossible. Voilà donc ce que j'avais à dire sur Eida et son frère. 俺にとってお前は最も親しい友になった。認めてやるよ。俺の負けだ。Uchiha Sasuke, l'un des personnages qui suscite le plus le débat au sein de la communauté des fans de Naruto. Certains le trouvent arrogant, immature, chiant, et d'autres le trouvent fort, classe, mais surtout humain. Oui, c'est ce qui définit peut-être le mieux le personnage de Sasuke, sa condition d'humain. Cette tendance qu'il a derrière ses airs calmes et sereins à céder aux émotions les plus sombres et les plus primaires de l'homme. C'est cette condition qui a fait de lui pendant longtemps un homme fort, mais c'est également l'une de ses faiblesses. Faiblesse car c'est ce qui l'a empêché pendant longtemps de voir la main que lui a tendue son frère d'armes et meilleur ami Uzumaki Naruto. Mais ce que je dis là doit être conjugué au passé, car il s'agit du Sasuke d'avant. Ce Sasuke qui va du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 698. Après de multiples essais, son ami a su lui faire voir le bon chemin, celui de la lumière. Il a pu effacer cette rage, cette haine qui le consumait depuis des années. Tout ça a laissé place à un nouveau Sasuke, un Sasuke qui veut se racheter, un Sasuke qui veut tout donner pour son village et pour ceux qui lui sont chers. Mais en réalité, si la haine ne dévore plus Sasuke, c'est autre chose qui le ronge. Il s'agit de la culpabilité. En effet, Sasuke est un être bouffé par les regrets. Des regrets envers sa patrie, des regrets envers ses amis, des regrets envers sa femme et même des regrets envers sa fille. Depuis cette défaite à la vallée de la faim, Sasuke ne fait que regretter ses fautes. Et même si aujourd'hui, plus personne ne lui en veut, enfin la majorité en tout cas, lui, il s'en veut toujours. Ça relève encore une fois de la théorie, mais dans le fond, j'ai l'impression qu'il ne sait toujours pas pardonner sa faute. Et cet aspect de Sasuke est visible dans le manga, mais il est surtout visible dans l'anime. Prenons l'exemple de sa famille. La façon dont il agit avec Sakura témoigne certes de l'amour qu'il éprouve pour elle, mais aussi des regrets de comment il l'a traité dans le passé. Je suis sûr que dans un coin de sa tête, il repense parfois au jour où il a failli la tuer, au jour où il a levé la main sur elle, au jour où il a pointé son éclair sur la mère de sa fille. Si vous observez le regard et le comportement de Sasuke avec Sakura dans l'anime de Boruto, vous verrez qu'il s'agit souvent d'un comportement très doux. Doux comme un époux qui aime sa femme, mais aussi doux comme quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner. Voilà pourquoi quand un différend apparaît, il ne parle pas énormément, enfin il essaie de discuter, mais pas beaucoup. Et ça, c'est exactement ce qui est arrivé quand il a voulu entraîner Sarada. Alors, bien sûr, il a argumenté, parce que c'était important, mais la façon dont il parlait à Sakura n'était pas anodine. Dans leur conversation, on sentait le passé qu'ils ont eu, et c'est d'ailleurs ce passé qui, je pense, renforce aussi leur relation. Mais il existe et ils ne peuvent pas faire comme si ce n'était pas le cas et comme s'il n'y avait pas eu quelque chose de bien
bizarre. L'expression qu'il aborde avec Sakura traduit aussi ses regrets. Même avec sa fille, on le voit, il a parcouru le monde pour se racheter, mais aussi pour protéger ceux qui lui sont chers. Mais paradoxalement, il les a aussi fait souffrir, et celle qu'il a le plus ressentie, c'est sa fille Sarada. Même si pour une noble cause, il a longtemps été absent pour sa fille, et ça, il le regrette, je pense qu'au fond, il a peur de devenir comme Fugaku, son père. C'est-à-dire quelqu'un de peu expressif avec sa famille, à la limite de la froideur, et c'est pour ça qu'il a tout fait pour garder un minimum de chaleur avec ces derniers. Dans Sasuke Retsuden Uchiha no Matsuen to Tenkyu no Hashikuzu, traduit en français par le roman de Sasuke, l'énigme du destin des astres, on a la confirmation de ce que je dis. Mon but n'est pas de conter l'intrigue de ce roman, mais pour certaines raisons, Sasuke fut obligé de se rendre dans une prison et Sakura a dû le rejoindre après. La première réaction de Sasuke en voyant sa femme fut de s'assurer que leur fille allait bien. Et tout au long de leur séjour dans la prison, Sasuke se questionnera sur sa relation avec sa femme, en y voyant encore les regrets qu'il nourrit à son égard. Dans Sasuke Shinden Raikohen, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, c'est plus centré sur son passé globalement. Il en vient même à se demander si sa liberté actuelle, malgré le fait qu'il agisse pour le bien du monde, est une bonne chose. Mais la partie où c'est vraiment le plus explicite, c'est l'arc de retour dans le passé exclusif à l'anime Boruto. Là, les scénaristes ont été vraiment limpides, que ce soit sur ses regrets avec Sakura, mais surtout sur ses regrets avec Naruto. Il expliquera qu'il n'était pas capable de voir tout cet amour qui lui était donné, et même si le temps passe, les regrets, eux, ne s'en vont pas. Je pense qu'il a même peur que sa fille connaisse le même destin que lui, elle qui est également maudite par le sang des Uchiha. Ses peurs se manifestent aussi quand elle lui parle d'acquérir le Mangekyo. Mais son meilleur ami Naruto lui a prouvé que l'on pouvait changer le destin et que celui-ci n'était pas fixé dans le marbre. Et comme sa fille veut suivre les pas de Naruto, alors de ce côté-là, il peut dormir l'esprit tranquille. En revanche, comme je l'ai dit, ses regrets, eux, sont toujours d'actualité. Et on en a eu la preuve dans le dernier chapitre en date, le chapitre 69. Il avait fait la promesse à Boruto qu'il serait là pour lui si Momoshiki se déchaînait, mais malheureusement, il n'a pas pu tenir cette promesse. Pour lui, la seule personne à mériter la haine des villageois, et même la seule personne à mériter la haine du monde, c'est lui et lui seul. On voit que ce n'est pas très différent de son idéologie avant son combat final. La seule différence réside dans le projet qu'il ne veut plus imposer cette mentalité de force. Et je sais que ce que je vais dire va défaire à bon nombre de gens, mais il se peut que le remède de ses regrets s'appelle la mort. Sasuke l'a dit, cette fois, c'est à lui de montrer sa résolution. La résolution de protéger le village et ses habitants. Et comme le dirait un personnage respecté par beaucoup de gens dans le monde, il n'y a pas de plus beau cadeau que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y aurait donc pas de plus belle preuve de sa résolution que de donner sa vie pour le village qu'il a autrefois lui-même pris pour cible. Sasuke semble être résolu en tout cas. Et la prédiction de Momoshiki aussi commence à se réaliser. Petit à petit, Boruto commence à perdre des gens à qui il est attaché. Ça a commencé par Mugino, puis plus récemment Kagura, et il est possible que Sasuke lui-même suive. De toute façon, j'ai prévu une vidéo sur Naruto et Sasuke vous parlant plus en profondeur de leur relation, mais pour l'heure, il semblerait que les jours du dernier Uchiha pur sang soient comptés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu plus longue que ce à quoi je m'attendais. J'avais beaucoup plus de choses à dire sur Eida que je ne le pensais. Dédicace à un certain Twitos. Et j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, elle était plus longue, mais c'est pas grave, je pense que vous aimez bien ce genre de vidéo longue. Je répète ce que j'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, au cas où il y ait des nouveaux ou des gens qui n'aient pas regardé jusqu'à la fin des dernières vidéos. Je sors volontairement moins de vidéos parce que je veux me consacrer un peu plus à ma carrière Twitch, entre guillemets, de streamer. Je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde, mais voilà, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est comme ça que je me sens bien. Donc voilà, j'espère que vous accepterez mon choix. Si vous acceptez pas, bon, tant pis, hein. Mais en tout cas, j'essaie toujours de faire en sorte que vous ayez 2 vidéos par mois sur cette chaîne-là. Je pense que c'est raisonnable. N'oubliez pas aussi qu'il y a ma chaîne de rediffusion qui est en description. Vous pouvez aussi aller la voir. La prochaine vidéo, normalement, c'est la vidéo pour le Senseiya sur les seins de la balance. Et après, si tout se passe bien, il y a la fameuse vidéo sur le Riatsu que je suis en train de préparer qui va sortir. J'espère aussi que celle-ci vous plaira. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira, en tout cas, parce que je suis en train d'y mettre tout mon âme. J'essaie de préparer un truc de ouf pour celle-là. J'espère qu'elle vous plaira. Il y a aussi la vidéo sur la géopolitique dans Naruto. Enfin bref, il y a plein de gros projets. Cette chaîne n'est pas du tout laissée à l'abandon, contrairement à ce que les gens pensent. C'est juste que je prends plus de temps pour travailler. Je sors peut-être pas des vidéos d'une meilleure qualité qu'avant, peut-être pas. Mais au moins, je trouve que je travaille dans de meilleures conditions pour les vidéos.
et ça me laisse du temps pour mes streams que j'aime aussi beaucoup. Mais non, je n'abandonne pas YouTube à la place de Twitch, ne vous inquiétez pas. Donc sinon, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo que j'ai sortie. C'était une vidéo Bleach qui est aussi très intéressante. Voilà, je vous mets le lien en fin de vidéo. Je vous invite aussi à revenir sur le Discord, à venir vous abonner au Twitch, à tous mes réseaux sociaux. Tout est dans la description. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hiro.